Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. 11h02, salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Comment ça va ce matin ? Écoutez, ça va plutôt pas mal. Vous êtes venu comment ? Je suis venu en voiture et ça roule pas très bien puisqu'il y a beaucoup de départs en vacances. Chassé croisé ce week-end pour la deuxième semaine de vacances et ceux qui rentrent de la première. Donc soyez prudents, surtout que les conditions météo, vous venez de les écouter, ne sont pas très bonnes, surtout sur le côté ouest de la France. Donc peut-être ne pas partir maintenant. Si ça pleut trop fort, vous reprendrez un petit peu le temps. Oui, d'autant qu'en plus vous avez du mal à écouter les podcasts audio. Ouais, on voulait s'excuser d'ailleurs, on a un problème technique. Oui, ça va. Alors ça y est, on me dit dans l'oreillette que ça y est, c'est corrigé, c'est la bonne nouvelle. Oui, vous allez pouvoir récupérer les podcasts que vous n'avez pas pu écouter. Alors je crois que c'est les trois dernières émissions. Voilà, vous avez été nombreux à nous envoyer vos mails sur jeparticipe@sudradio.fr, comme vous le faites d'ailleurs en mettant On parle auto dans l'objet de votre mail pour poser vos questions, réagir à l'émission. Continuez de le faire et vous avez été très très nombreux à le faire parce qu'on avait ces petits soucis podcast qui est réglé. C'est une bonne nouvelle. Allez, au programme de notre émission, une mauvaise nouvelle pour nos amis Condé de Roue. Alors, mauvaise nouvelle, on verra si c'est une mauvaise nouvelle. Oui, le contrôle technique moto sera obligatoire à partir du 15 avril 2024. C'est paru au journal officiel cette semaine. Il y a eu une dernière réunion hier matin. Donc, les nouvelles qu'on va vous donner seront toutes fraîches. Alors, ce contrôle technique, pour qui ? Quel point de contrôle ? Est-ce qu'on va être boulé facilement ? Vous saurez tout en restant avec nous. Et puis, après une mauvaise nouvelle pour nos amis qui ont des deux roues, qui n'aiment pas ça, une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des voitures et qui n'aiment pas les ralentisseurs. On va en parler à midi. On en a parlé la semaine dernière. On a planté le décor en disant, voilà, le Conseil d'État va donner un avis. Et cet avis va plutôt dans le sens d'une réglementation plus ferme sur les ralentisseurs, puisqu'aujourd'hui, tout le monde fait tout et n'importe quoi. On en parlera tout à l'heure sur quoi. Est-ce que demain, on va être obligé de démolir une partie des ralentisseurs sur nos routes ? C'est pas improbable. Voilà, on parlera aussi, parce que c'est une vraie question que vous nous avez posée souvent sur la page Facebook de Sud Radio, où vous nous accueillez. N'hésitez pas à venir nous retrouver d'ailleurs. Sur les pneus, quelle différence entre les pneus hiver et les pneus neige ? Oui, les gens confondent toujours les pneus hiver, les pneus neige. On vous expliquera qu'il y a une différence. C'est deux pneus complètement différents. Puis tiens, est-ce qu'on a le droit de mettre des clous ? Alors ça dépend où des clous. Sur les pneus. Parce que sur mon blouson en cuir, si. Sur les pneus. Et puis on fêtera un anniversaire sympathique. Laurence, regardez, je vous ai même amené un chouette bouquin, comme ça vous pourrez choisir mon cadeau de Noël dedans. Ouais, Lamborghini. C'est les 60 ans de Lamborghini le 30 octobre. Donc, pour autant dire, ça y est, c'est les 60 ans. Et l'anniversaire de Lolo, qui n'aura pas 60 ans, c'est le 9 novembre. Voilà, comme ça je le dis à tout le monde cette année. On va parler du rétrofit. On va évidemment faire l'essai de la semaine avec une Volvo dans les mains de l'ami Jean-Luc Moreau. Volvo XC40 Extended Range. Alors, pour ceux qui ne parlent pas English, c'est autonomie étendue. Alors, combien de kilomètres elle fait cette Volvo ? On verra. Suspense. Allez, vous l'avez compris, On parle auto est avec vous une fois de plus ce samedi jusqu'à 13h. On vous attend au 0826 300 300. Jordan vous accueille au standard de Sud Radio. Vous n'hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook de Sud Radio où il y a une jolie communauté On parle auto qui s'est créée. Donc vous pouvez nous dire bonjour, poser des questions. On essaye de toute façon à un moment ou à un autre de répondre à vos questions. Et puis vous nous écrivez jeparticipe@sudradio.fr. On parle auto dans l'objet. Vous mettez bien votre question et tout vos coordonnées que l'on puisse vous rappeler. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Contrôle technique, il s'agit bien de cela. Contrôle technique moto obligatoire à partir du 15 avril 2024. Oui. On reçoit Laurent Palmier qui est PDG du réseau Sécuritest. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Il va y avoir du boulot. Ouais, l'arrêté relatif au contrôle technique des deux roues motorisées a été publié cette semaine au journal officiel. Alors c'est la fin d'un feuilleton qui dure, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on nous parle de ce contrôle technique moto, qui est en vigueur d'ailleurs dans les autres pays d'Europe, mais qui ne l'était pas en France, qui va donc démarrer à partir du 15 avril 2024. Quels véhicules d'ailleurs seront soumis à ce contrôle technique, Laurent ? Alors c'est une directive qui date de 2014, mais finalement ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on parle de ce contrôle technique des deux roues. Et là, à partir du 15 avril, seront contrôlées la totalité des catégories L. Donc, c'est quoi les catégories L ? Alors, les catégories L, ça va du cyclo, du scooter,
c'est-à-dire du véhicule immatriculé qui peut être en circulation à plus de 30 km/h, jusqu'au véhicule sans permis. C'est-à-dire que ça va prendre les SSV, les quads, les voiturettes, les motos de toute cylindrée. D'accord. Donc, et comment ça va s'étaler? Parce que tout le monde, à partir du 15 avril 2024, va pas devoir passer son contrôle technique dans le quart d'heure. Oui, alors là, je vais vous l'expliquer simplement. En fait, tous les véhicules de catégorie L qui auront été immatriculés avant 2017 devront passer dans l'année à venir, c'est-à-dire la première année. Dans leur grande majorité, ils devront passer avant le 15 août 2024. D'accord. Donc si moi j'ai une moto qui est antérieure à 2017, je dois passer avant le mois d'août de l'année prochaine. Oui, ou dans les 4 mois qui suivent la date anniversaire. D'accord. C'est-à-dire que vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir passer tous les véhicules entre le 15 avril et le 15 août. Oui. Donc il y a une espèce de soupape de 4 mois qui s'appliquera en permanence. Donc il faut que les gens gardent en tête cette notion de 4 mois après la date. Il y a combien de véhicules qui sont concernés, on le sait? À peu près? On estime qu'il y a à peu près 1 million de véhicules à contrôler par an. Ah oui, ça va faire un peu de boulot quand même. Mais dans ce million, il est vraisemblable qu'il y ait 50% de moins de 125 cm3. D'accord. Et là, on a du mal à connaître leur durée de vie finalement. Les points de contrôle, ça sera quoi? Parce que ça a été un point critique pour les associations de motards en particulier, qui disaient, comment un contrôleur pourra vérifier le freinage des motos? Est-ce qu'on va vérifier le bruit des motos? Alors, aujourd'hui que la directive est sortie, on va vérifier quoi précisément? Alors, dans l'arrêté, on vérifie finalement les fonctions qui sont habituellement contrôlées sur les véhicules légers, ce qu'on connaît depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire l'identification, l'équipement de freinage, la direction, la visibilité, etc. Les feux, les roues, les pneus, les suspensions. C'est-à-dire que tous les éléments visuels du véhicule. Et à ça viendra s'ajouter la pollution, c'est-à-dire le contrôle des émissions polluantes pour les véhicules essence 4 temps uniquement. D'accord. Pas les 2 temps. Donc les scooters 2 temps, eux, n'auront pas de vérification de la pollution? Non. Parce vous savez bien comment fonctionne un 2 temps. Sinon, ça va détruire la machine, c'est ça? Donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut expliquer pour ceux qui ne s'y connaissent pas? Excusez-moi Laurent, et pour ceux qui ne connaissent pas l'explication que vous venez de donner. Un moteur 2 temps, il brûle de l'huile en plus de brûler de l'essence. Donc si vous mesurez Exactement. La pollution à la sortie de l'échappement, c'est juste catastrophique. D'accord. Et puis les véhicules diesel que sont les véhicules sans permis. Donc oui, c'est vrai, et 400 cm3, c'est vrai que là, c'est pareil, ça va intoxiquer les contrôleurs si jamais on les met en route dans un espace fermé. Bon, pour être très concret, Laurent, tous ceux qui ont des plaques d'immatriculation qui ne sont pas au format légal. Je vais rappeler que le format légal a été changé il y a peu de temps. Maintenant, on doit avoir une plaque qui est assez grande à l'arrière d'un 2 roues. Moi, en circulant, je vois qu'il y a à peu près une moto sur 2 ou un 2 roues sur 2 qui n'a pas une plaque réglementaire. Donc ça sera de la contre-visite? Il y a 165 codes de défaillance. Wow. Et dans ces 165 codes de défaillance, je rappelle qu'il y en a plus de 600 sur les véhicules légers. D'accord. Donc on est sur un contrôle qui est un peu moins strict au démarrage que sur les véhicules légers. Si on prend l'exemple des plaques d'immatriculation, on va respecter ce que nous demande le code de la route, c'est-à-dire que si les plaques sont non conformes au sens du code de la route ou manquantes, on peut tout imaginer, ou endommagées ou mal fixées, ce sera l'objet d'une contre-visite. Oui. Contre-visite. Donc là, il y a une moto sur 2 qui est en contre-visite, d'ores et déjà. C'est ce qu'on va vérifier. Ouais. Alors après, autre motif d'inquiétude pour les motards qui souvent remplacent leurs échappements par des échappements adaptables ou libère un peu l'échappement, c'est le cas, on va dire, les 90% des Harley ont des échappements qui sont plus bruyants que d'origine. Est-ce que ça, c'est un risque aussi au contrôle technique? Alors, dans le projet initial, et c'est toujours dans le texte, il a été prévu que les centres de contrôle soient dotés de sonomètres. Bon, ça c'est une mesure qui va être un petit peu décalée dans le temps parce qu'il faut que les appareils soient qualifiés et homologués pour transférer les données à nos appareils de contrôle. Donc je pense que ça verra le jour dans peut-être 1 an ou 18 mois après le 15 avril 2024. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va noter sur les nuisances sonores ou sur l'état? On
va vérifier s'il y a une notion de fuite sur l'échappement, s'il y a une absence d'échappement ou s'il y a une altération du dispositif finalement, et s'il y a un risque de chute du pot d'échappement. Mais on pourra noter deux anomalies en même temps, c'est-à-dire que si l'échappement est endommagé voire percé, on pourra noter qu'il y a un bruit excessif en défaut majeur. Oui, mais après, là, bruit excessif, pour être honnête, Laurent, c'est pas que l'échappement est percé, c'est que juste les chicanes ont été démontées à l'intérieur du pot d'échappement. Démontées ou l'échappement remplacé et par un échappement plus bruyant. Ça veut dire qu'un échappement que le contrôleur jugera bruyant pourra être recalé. Oui, il pourrait. Alors il faudra que ce soit très bruyant et il faudra qu'on le mesure parce que nous on va pas faire. Vous savez que c'est un contrôle statique dans le centre de contrôle. Donc il y a aussi des échappements qui ont des bruits normalement élevés en circulation et qu'on ne va pas savoir identifier en statique. Et ça vaut aussi pour les voitures. Alors moi j'ai une autre question quand même, parce que je ne sais pas combien de dizaines de milliers de roues vont arriver dans vos trucs de contrôle technique. Laurent Palmier, vous pour Securitas par exemple, ça peut valoir pour les autres. Est-ce que vous avez le nombre de personnes suffisant pour accueillir tout le monde? Est-ce que 2, vous avez le matériel suffisant pour accueillir tout le monde dès le mois d'avril 2024? Est-ce que ça va pas être un peu compliqué de mettre ça en route tout de suite là? Alors, on parle vrai sur Sud Radio, sans langue de bois. Sur la partie contrôleur, tous les centres de contrôle technique français, c'est vrai chez nous comme ailleurs, ne feront pas du contrôle de la catégorie L. D'accord. Ceux qui s'intéressent à ce marché-là sont la plupart du temps eux-mêmes motards. Je parle des patrons de centre, des exploitants de centre, où les contrôleurs sont motards. Et ils ont envie d'apporter ce service additionnel à leurs clients, parce que leurs clients motards sont aussi le plus souvent déjà leurs clients automobilistes autour de chez eux. Donc il va y avoir un maillage à opérer, et c'était tout l'enjeu de l'administration au départ, de faire en sorte que, je pense notamment aux plus jeunes qui ont des scooters, qui ne se retrouvent pas à faire 50 km pour trouver un centre. Mais donc ça veut dire quoi? Vous êtes prêts aujourd'hui ou non? On sera prêt pour le 15 avril. Il faut que l'on forme les contrôleurs intéressés entre le 1er janvier et le 15 avril. Ce sera une extension de leur agrément actuel. Est-ce qu'on aura assez de contrôleurs? Est-ce qu'on aura assez de centres? Je pense que tous les acteurs du contrôle vont essayer de faire en sorte que oui. Est-ce qu'il y a des matériels additionnels? Il y a plutôt des mises à jour de matériel. C'est-à-dire qu'il y a une mise à jour de l'analyseur de gaz et une mise à jour de l'opacimètre pour le diesel. Donc, le temps est relativement court. On aurait tous préféré avoir plus de temps pour mettre ça en mouvement. Mais bon, ça reste des opérations de contrôle, malgré tout ce que l'on fait depuis très longtemps. Bon, Laurent, on sait que le prix du contrôle technique est libre. Là, les contrôleurs passeront moins de temps pour contrôler une moto que pour contrôler un véhicule léger. Est-ce que ça sera moins cher qu'un contrôle technique auto, le contrôle technique moto? Et 2 roues en même, parce que les scooters, ce sera sans doute moins cher que les motos ou... Exactement, c'est-à-dire que Laurence a raison. Aujourd'hui, le contrôle technique VL a des tarifs souvent différenciés par catégorie. Il est vraisemblable, même si c'est pas notre rôle de réseau, de définir la tarification, puisque d'une, les tarifs sont libres, et puis les centres sont des entreprises indépendantes, donc c'est eux qui modélisent leur prix. Mais vous doutez bien qu'il est intimement lié au temps que l'on y passe. Donc le tarif d'un cyclo sera pas le même. Vous parliez de Harley tout à l'heure, mais je pense moi aussi au trike, ou SSV, ou aux véhicules un peu plus complexes qui vont nécessiter du temps. Donc ça va être quoi pour essayer de mettre des chiffres, entre 50 et 70 euros le contrôle d'un 2 roues à peu près? On peut imaginer qu'on sera effectivement entre 50 et 80 même. On se rapprochera des véhicules légers quand le véhicule sera plus complexe à manipuler ou à contrôler. On va faire un point début avril. Merci beaucoup Laurent Palmier, on en reparlera d'ici au moment de la mise en place pour savoir comment ça se passe. Une dernière chose Laurent Palmier, en 2 secondes, vous recrutez ou pas là? Ah oui, on recrute en permanence. Il nous manque dans nos réseaux toujours entre 200 et 300 contrôleurs. Donc on va sur le site rapidement, on va sur le site de Securitas ou... Vous pouvez aller sur nos sites qui est rejoindre SGS. Et super. Les réseaux Securitas et autosécurité appartiennent au groupe SGS. Super. Et puis un dernier petit mot que vous m'avez pas demandé, mais vous m'aviez posé la question l'année dernière à cette époque-là sur l'heure d'hiver. Et donc que tous les gens sur la route soient sensibles à ce changement d'heure, puisque les habitudes changent, mais la nuit, elle,
arrive plus tôt, donc il y a plus d'accidents. On sait qu'il y a plus d'accidents dans les 15 jours qui suivent le passage à l'heure d'hiver. Et plus d'accidents piétons. On s'en est posé la question avec mes parents hier soir, parce que mes parents sont passés, voilà, on passe le week-end ensemble, et on n'a pas failli écraser quelqu'un, mais à un moment, avec le jour qui tombait, il y a un piéton que je n'ai pas vu tout de suite. Je peux vous dire que là, j'ai pensé à cette problématique de la nuit qui tombe plus tôt, et qui c'est bizarre en fait. En plus, comme le temps est mauvais, on a cette sensation de noir. Demain soir, il va faire nuit à 6h. Ah non, mais c'est ça, mais même hier soir déjà, c'était limite avec la pluie. Bon, merci beaucoup d'avoir appelé Laurent Palmier. Cette histoire de sécurité, PDG du réseau Sécurité Est, le groupe SGS, leader du contrôle technique en France. Ils recrutent, allez voir un petit peu sur leur site et n'hésitez pas à poser une candidature. À suivre sur Sud Radio dans On parle auto. Votre première question au 0826 300 300, c'est Franck qui va nous rejoindre. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Alors juste avant, puisque vous écoutiez Sud Radio à l'instant sur le sujet des contrôles techniques obligatoires pour les deux roues. Ça réagit beaucoup. Ça réagit beaucoup sur la page Facebook de Sud Radio. Vous avez beaucoup réagi sur le fait que c'était pompe à fric et rien d'autre. Vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio, donc je demanderai à Monsieur Moreau ce qu'il en passe, à l'ami Jean-Luc, ce qu'il en pense sur ces contrôles techniques. Mais tout de suite, on va accueillir Marie qui a appelé le 0826 300 300. Salut Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Ah, vous êtes en voiture, vous, Marie? Oui, ça je suis en petite ligne, ne vous inquiétez pas, super. je suis dans la légalité. Bon, Marie, je vous laisse vraiment 20 secondes pour donner votre réaction à chaud en direct sur Sud Radio, sur le contrôle technique moi, je suis motard, j'ai un trail, j'ai une moto assez complexe qui pèse 250 kilos, d'accord? Oui. Avec différents modes, on peut changer le track control, etc. Bon, vous connaissez, puisque apparemment vous êtes motard. Moi, je voudrais savoir, le PDG de Sécuritas a dit que certains seraient des motards. Qu'on m'explique, moi je leur confierais pas, une personne qui n'a jamais touché une moto de sa vie puisse bouger une moto de 250 kilos et la mettre sur un pont. Moi, honnêtement, je lui confie pas ma moto. C'est justement pour ça. Oui, Marie n'est pas la seule à se poser la question. Vous avez raison. Et c'est justement pour ça qu'ils vont avoir une formation particulière et que c'est principalement des motards qui feront le contrôle technique des motos. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Principalement, monsieur. Moi, j'habite dans le nord des Landes. Si je dois faire 150 km pour trouver un motard qui me fait un contrôle technique, non, mais il y aura. Chaud, quoi. Moi, je suis assez d'accord. Quand j'ai préparé l'émission avec Laurent Palmier, il m'a dit qu'il y a une grande majorité des contrôleurs aujourd'hui qui sont déjà des motards. Donc il y aura, il y a beaucoup de clients entre guillemets chez eux pour faire le contrôle technique moto. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de centres. On ne sait pas exactement combien, mais il y aura vraiment une proportion importante des centres de contrôle technique qui feront du contrôle moto pour que justement les gens n'aient pas à se déplacer loin. Donc normalement, vous ne devriez pas aller très loin de chez vous pour trouver un contrôle technique moto et le contrôleur ne touchera pas à votre moto. Vous pouvez rester là, c'est-à-dire que vous mettez la moto sur la béquille, lui il fait ses contrôles, il roule pas avec et vous pouvez rester tout au long du contrôle technique. Il n'y a aucun problème. Et puis Marie, très sincèrement, vous savez qu'on parle auto, va devenir on parle moto au moment où ça passera au mois d'avril et qu'on vous donnera tous la parole. On donnera la parole bien sûr aux professionnels. S'il y a des gens dans les contrôles techniques qui sont motards, qui veulent nous appeler en disant moi je vais m'occuper des motos, etc. Voilà. Comme ça, on va essayer aussi d'apporter des vraies réponses. Moi, j'ai 3 motos. J'en ai une ancienne. Il n'y a que moi qui arrive à la mettre sur la béquille. Donc, bien évidemment, je serai présent pour pas qu'un contrôleur fasse tomber ma moto. Voilà. Les questions que vous posez, Marie, merci. Et c'est pour ça que je voulais vous donner la parole avec Jean-Luc. On s'est dit, allez, on prend Marie parce que vous êtes représentative d'un maximum de motards par rapport à toutes ces questions. On vous embrasse. Bon week-end quand même. Merci beaucoup. Au revoir Marie. Et quand vous passez en région parisienne, on ira faire un tour de moto alors. Voilà. Et soyez prudente parce que l'Ouest, vous allez prendre de l'eau là. Allez, tout de suite, on continue. Merci à vous. Bon week-end Marie. Au revoir Marie. On accueille Franck. Salut Franck. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Dis donc, le standard ce matin, mais il explose. Jordan, il s'est fait pousser des bras là. C'est une pieuvre, on l'appelle la pieuvre. Bon, maintenant. on vous écoute Franck. Oui, donc c'est samedi dernier, je me suis rendu dans un centre auto au feu vert pour me renseigner, pour monter des bougies Iridium sur mon véhicule. D'accord. Il est passé à l'éthanol en 2020. Oui. Avec un boîtier homologué Biomotors. D'accord. Et c'est quoi comme véhicule ? C'est une Chevrolet Cruze 1,6 litre. Ah oui, c'est un peu exotique. Voilà, exactement. Et vous connaissez Pénélope ? Alors là, quelle blague va sortir l'ami Jean-Luc ? Effectivement, Voilà, donc Chevrolet Cruze. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
Il y a aussi Tom. Eh bien, déjà, on m'a dit qu'est-ce que c'est une bougie iridium. Donc, ah oui, non. donc, je leur ai expliqué, c'est une bougie avec des électrodes de haute performance qui favorisent la combustion, notamment pour les véhicules. Oui, pour les véhicules qui sont passés à l'éthanol. Et donc là, tout de suite, ils me disent mais nous ici, on n'accepte plus les véhicules à l'éthanol. D'accord. Alors, quand vous m'avez posé cette question, quand vous m'avez envoyé le message, je me suis dit tiens, je vais appeler le chat de Feu Vert pour lui poser la question. Alors, je l'ai pas eu, mais par contre, j'ai eu Thomas Delhomme, qui est le directeur technique de Feu Vert. Bonjour et Thomas. Ça tombe bien parce qu'il est avec nous. Bonjour Thomas. Comment allez-vous? Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour Franck. Je peux dire quelque chose avant? Oui. Juste avant la question de Franck, juste bravo pour les pubs du chat, moi je les adore. Les pubs télé du chat, du Feu Vert, j'adore. Le pouvoir du chat. Ah mais j'adore le pouvoir du chat. On en est très fiers, on est très fiers de publicité. Bon, alors donc le chat n'accepte plus l'éthanol, c'est pas qu'il picole, mais c'est une vraie circulaire que vous avez passée dans le réseau, parce que j'étais très étonné quand Franck ils m'ont dit on prend plus de véhicules éthanol. Alors est-ce que c'est vrai et pourquoi? Ah oui, alors c'est parfaitement vrai. Effectivement, il y a une circulaire que j'ai moi-même rédigée, que j'assume pleinement. Déjà, pour commencer, je dois vous confirmer que nous, chez Feu Vert, on est très sensible au pouvoir d'achat, notamment au pouvoir d'achat des automobilistes, et à toutes les solutions qui existent pour faire baisser les coûts d'utilisation, et notamment les coûts relatifs au carburant. Donc, effectivement, l'éthanol, convertir un véhicule au bioéthanol, c'est la solution, une très bonne solution pour réduire de manière assez significative les coûts kilométriques et la pollution également, puisque on baisse la pollution CO2, on baisse les particules, on baisse les NOx, on baisse beaucoup de choses en passant l'éthanol. Une fois que j'ai dit ça, donc ça c'est la théorie, et il y a aussi la réalité, la pratique, et on se rend compte chez Feu Vert depuis quelques temps qu'on est confronté à des problèmes assez réguliers de véhicules qui ont été convertis à l'éthanol. Alors il y a certains types de véhicules. C'est pas une bonne pub, ça, on parle vrai sur Sud Radio, on va le dire. Oui. Les véhicules à injection directe, l'éthanol, ça marche moins bien avec des boîtiers. Et il y a des véhicules qui n'aiment pas ça du tout. On parle souvent du 1 litre de PureTech, on va dire PSA pour que tout le monde comprenne. On parlait du 1 litre de TCE Renault qui lui doit absolument éviter l'éthanol. Donc c'est parce qu'il y a des soucis avec ces modèles qui sont très diffusés que vous avez décidé de ne plus faire l'entretien des voitures éthanol ? Exactement, temporairement. Pour le moment, le temps de faire un point sur vraiment quelle motorisation pose problème. On a décidé de stopper un moment, puisque nous, en tant que dernier intervenant, lorsqu'on réalise une révision, un entretien sur un véhicule, on est en cas de litige, et notamment lié à la motorisation, on est amené à nous rendre à des expertises. Et on s'est rendu compte que sur pas mal de cas, la seule et unique raison, et ce qui est ressorti du rapport d'expertise, c'était la présence d'éthanol. En tout cas, c'était le fait que le véhicule roule à l'éthanol, qui était la cause des avaries moteurs assez sévères qui avait été rencontrées. Du coup, vu que les cas commençaient à s'accumuler, j'ai préféré rédiger une note pour momentanément stopper les prestations réalisées sur ces véhicules-là, les prestations de révision d'entretien, et notamment le remplacement des bougies, en attendant de nous faire une base de données de véhicules qui acceptent les motorisations, qui acceptent l'éthanol et celles qui n'acceptent pas l'éthanol. Ouais. Mais dites-moi quand même, Thomas, quelqu'un qui travaille dans un centre Feu Vert qui ne sait pas ce que c'est qu'une bougie iridium, il faut qu'il retourne en formation. C'est un autre sujet. Je prends le sujet. Voilà. Donc, mais j'avais quelque chose à ajouter, si c'est possible. Avec plaisir, Franck. Bien sûr, je vous écoute. Oui, donc le responsable en question m'a dit que c'était dangereux. Donc c'était sa seule explication. Et puis il m'a dit, même pour des prestations comme changer les pneus ou changer les essuie-glaces, il refuserait mon véhicule. Ah non, alors c'est pas du tout ce que j'ai écrit dans la circulaire interne. Peut-être que ça a été mal compris. Là, va falloir Thomas refaire un petit tour des équipes a priori chez Feu Vert. Oui, en tout cas, je suis plutôt rassuré parce qu'elle a été lue par ce centre en question. C'est ça. Et le problème est réel, vraiment. On a trop de litiges. Chez Feu Vert, de manière officielle, à l'échelle de l'enseigne, on ne réalise pas de conversion à l'éthanol pour ces raisons-là. On n'a jamais n'a jamais été techniquement rassuré pour lancer ce genre de prestation à l'échelle nationale.
Du coup, et malgré ça, on se retrouve confronté à des litiges, à des expertises liées à l'utilisation de l'éthanol. Donc, imaginez-vous si on aurait réalisé des conversions, que ça aurait été vraiment très compliqué à gérer. Ouais. Malheureusement, les garçons, on va devoir y aller parce que vous savez qu'on a des obligations. De toute façon, Thomas, on reste en contact. Oui. Et puis quand vous décidez de refaire de l'éthanol, vous m'appelez. Et puis Franck, malheureusement, il faudra aller ailleurs. Voilà. Encore merci de m'avoir donné l'opportunité de répondre à en tout cas, Franck. d'expliquer. Vous savez, sur Sud Radio, on n'aura jamais la langue de bois et on essaiera toujours d'expliquer au mieux et de parler vrai. On vous embrasse tous les deux. Salut Franck, salut Thomas. Merci beaucoup. Thomas Delhomme, directeur technique du chat de Feu Vert. Allez, une pause et puis dans quelques instants, vous allez travailler, monsieur Jean-Luc, ça va vous changer. Vous allez prendre le volant de la fameuse Volvo XC40 Range Extender. À tout de suite. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et dans quelques minutes, on va parler du rétrofit qui va devenir beaucoup plus facile depuis cette semaine. On vous dira tout sur On parle auto sur Sud Radio. Mais tout de suite, vous prenez le volant d'une sacrée Volvo que l'on retrouve d'ailleurs sur la page Facebook de Sud Radio en vidéo actuellement. Volvo XC40 recharge Extended Range. Pour ceux qui ne speak pas English, ça veut dire autonomie étendue. Véhicule de l'année 2018, le XC40, qui a été revu en profondeur, en particulier avec cette version électrique. Et vous voyez sur les images que je suis allé jusqu'en Suède pour essayer la voiture, parce qu'il y avait un Drakkar. Non, c'est pas du tout ça. Tiens, petite minute culturelle. On est à Saint-Clair-sur-Epte, dans le 95. Et c'est à cet endroit qu'a été fondée la Normandie en 911. Voilà, ça c'était la minute culturelle. Sur Arte Sud Radio. Donc version 2 roues motrices pour notre essai, qui passe à la propulsion. C'était une traction autrefois, qui voit sa vitesse de charge rapide augmenter significativement, ainsi que la capacité de la batterie. C'est un SUV de 4,44 m de long, un look typique Volvo, avec les feux avant qui rappellent le marteau de Thor. Voilà. Calandre fermé, des nouvelles jantes qui favorisent l'aérodynamisme. On note qu'elles sont chaussées, ça c'est intéressant, en série de pneus 4 saisons Michelin Cross Climate 2. Donc alors, on n'aura pas à les changer au 1er novembre. Pas de changement esthétique à l'arrière, pas de changement au niveau du coffre, toujours 452 litres, c'est bien vu la taille de la voiture. Il y a même un logement pour ranger les câbles en dessous. Il y a un autre petit coffre qui est sous le capot à l'avant pour ranger des câbles également. C'est la seule chose qu'on voit d'ailleurs sous le capot. De toute façon, le nouveau moteur électrique qui a été développé par Volvo est placé sur l'essieu arrière pour cette version 2 roues motrices. 2 roues motrices, mais ça envoie du pâté quand même, 252 chevaux, 420 Nm et une grosse batterie, d'où le Extended Range de 82 kWh. Bon, à l'intérieur, même pas la peine de jouer au jeu des 7 erreurs, c'est pareil que sur l'ancienne version, il n'y a rien qui change, on garde le bon et le mauvais. Le bon, c'est la présentation et la qualité des matériaux. Le moins bon, c'est l'écran 9 pouces. Alors il est bien cet écran, mais il regroupe beaucoup trop de fonctionnalités, ça nécessite de passer par des menus, des sous-menus, bref, c'est pas très pratique. Rien à dire en revanche sur la navigation qui fait appel à Google Maps. On peut par exemple planifier un itinéraire avec les temps d'arrêt pour recharger. Moins bien, on a conservé quelques boutons physiques pour la radio, mais c'est pas suffisant, il en aurait fallu un peu plus. Compte tenu de la taille de la voiture, l'espace arrière est plutôt généreux. La première qualité de la voiture après quand on roule, c'est la grande douceur de roulement malgré les roues de 19 pouces. Ici, pas de mode économique. Il y a toujours plusieurs modes maintenant sur les voitures. Vous avez sport, normal, éco, sport, normal. machin. Là, rien de tout ça. La seule option, c'est la conduite à une seule pédale qui va jusqu'à l'arrêt complet. Le plus sympa d'ailleurs, avec la pédale de droite, ça reste quand on appuie jusqu'à fond, avec les 420 Nm de coupe disponibles instantanément. Ah oui, ça permet des accélérations vives à tout moment. Bon, dans les virages, malgré les plus de 2 tonnes de l'engin, les pneus 4 saisons, alors ils crient un peu leur réprobation, ils aiment pas. Mais ça tient bien la route. C'est même plus dynamique que la version 2 roues motrices. Volvo nous dit avec cette batterie de 82 kWh qu'on peut parcourir 573 km en cycle WLTP. Ça doit être des kilomètres nordiques parce que c'est pas les mêmes que chez nous. C'est vraiment très optimiste. En étant raisonnable, j'ai consommé en moyenne 20,1 kWh au 100 km. Ça signifie 400 km d'autonomie et pas
573. Alors, point positif, la vitesse de charge rapide passe de 150 kW sur l'ancien modèle à 200 kW sur cette version à autonomie étendue. Ça permet de recharger beaucoup plus vite. Tiens, petit détail au passage, je ne sais pas si on va la voir après, j'ai trouvé des bornes en plein champ qui délivraient 300 kW de puissance dans le Val d'Oise, un truc dans l'Oise, ouais, un truc de dingo. Il n'y a même pas une ville à côté. On dit il y a des extraterrestres qui ont dû atterrir là et qui ont mis des bornes. Bon, alors là, c'est sûr, on fait pas la queue pour recharger. Bon, là où Volvo a fait un vrai effort, c'est qu'il vous propose un modèle. Là, voilà, la belle borne pour ceux qui ont la vidéo. Sur la page Facebook de Sud Radio. Exactement. Vous voyez, on est dans la nature. Et le point le plus intéressant, sans doute, et ça, c'est grâce ou à cause des Chinois et de Tesla, c'est que Volvo, en proposant un modèle qui a une autonomie plus étendue, qui est plus puissant, enfin qui est mieux que l'ancien, vend la voiture pas plus cher. Cette version Start est vendue 53 550 €. Certes, c'est un peu cher pour le bonus. C'est 47 000 € la limite pour bénéficier du bonus écologique. C'est encore un peu cher, mais ils pourront peut-être faire un effort, nos amis de Volvo. Je vous rappelle quand même que c'est chinois, même si un dracard sur l'image, Volvo, c'est chinois. Bon, vous aimez bien quand même. Oui, c'est bien, c'est mieux. Ouais. C'est mieux, mais il y a encore un petit peu de boulot pour rattraper les meilleurs dans la catégorie. Et puis elle est encore un peu chère quand même. Enfin bon, moi je trouve, mais c'est comme ça, ça ne regarde que moi. Allez, vous avez pu suivre cette vidéo en partie sur la page Facebook de Sud Radio. J'ai une bonne nouvelle si vous voulez la voir intégralement, c'est dans quelques instants. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes déjà plus de 850 000 à nous suivre et merci, ça fait plaisir. Cette grande famille Sud Radio s'agrandit et vous aurez le plaisir de suivre les 10 à 11 minutes d'essai complet de l'ami Jean-Luc. Et je peux vous dire qu'il ne tient pas très bien que le volant. C'est 13 minutes. 13 minutes. Il tient bien aussi la caméra. Il se débrouille bien ce gamin. Moi, je vous garde, tiens. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et on va parler du rétrofit qui va devenir beaucoup plus facile cette semaine si vous êtes intéressé, en accueillant Wadi Mahanimou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Tolv. C'est ce qu'on connaissait avant sous le nom de Phoenix Mobility. Oui, expliquez-nous en deux mots ce que c'était que Phoenix Mobility et ce que c'est que Tolv. Et après, j'ai une question à vous poser qui a un rapport ce soir avec le match de la Coupe du Monde. Entendu. Écoutez, Tolv, c'est un spécialiste du rétrofit, donc la conversion de véhicules thermiques en véhicules électriques. Donc, globalement, on développe des systèmes, des kits de conversion qui permettent de convertir des véhicules qui sont diesel ou essence vers des véhicules qui sont 100% électriques, donc on leur donne une seconde vie plus propre et plus économique. Très bien. Une question qui n'a rien à voir avec on parle auto, mais on parle rugby ou même on parle maori. Wadi Mahanimou, votre nom a une connotation un peu maori, tahitienne ou pas du tout? Alors, pas du tout. C'est d'origine marocaine, donc c'est beaucoup moins exotique. Bon, si, c'est bien exotique aussi. Quand même. Bon, alors, revenons à nos moutons. Non, à nos voitures. 3 arrêtés ont été publiés cette semaine. Ça devrait faciliter le rétrofit. Expliquez-nous en quoi ça va faciliter. Oui. Alors, il y a 4 ans même, j'étais sur votre plateau pour demander à ce que la réglementation du rétrofit puisse devenir autorisée pour les véhicules électriques. À l'époque, en fait, globalement, on pouvait difficilement convertir un véhicule thermique en véhicule électrique. Aujourd'hui, on a une réglementation qui permet une telle transformation. C'est sur ce segment qu'on s'est développé pour convertir des véhicules utilitaires, par exemple, à l'électrique. Et donc, très récemment, il y a quelques jours, 3 arrêtés ont été publiés pour venir mettre à jour cette réglementation et l'élargir à un scope de véhicules propre plus large. Donc aujourd'hui, on peut faire une conversion d'un véhicule diesel essence vers un véhicule hybride, vers un véhicule au gaz, vers un véhicule à l'hydrogène. Donc ça permet de pouvoir avoir des transformations un peu plus larges que ce qu'on pouvait faire jusque-là. Oui, et puis surtout, ça permet de transformer des véhicules qui eux-mêmes avaient déjà été transformés en véhicules électriques. Parce que jusqu'à présent, quand on, par exemple, un artisan qui a fait transformer son fourgon pour l'aménager, avec une caisse qui a été faite par un carrossier spécifique, ne pouvait pas le transformer en véhicule électrique. Aujourd'hui, ça va faciliter ça. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la catégorie des véhicules VAST, qui sont les véhicules lourdement transformés ou carrossés. Jusque-là, on ne pouvait pas faire de conversion sur ce type de véhicule. Aujourd'hui, on peut convertir des dépanneuses, on peut convertir des camping-cars, on peut convertir des véhicules qui ont été lourdement transformés. Et c'est une grande avancée parce que ça permet de pouvoir
maintenir cet équipement qui en général a coûté assez cher pour souvent même plus cher que le prix du véhicule parfois. Alors, excusez-moi, là je suis un peu perplexe par rapport à ce que vous dites, Wadim Ninou. C'est que ça fait plusieurs années qu'on parle du rétrofit et moi j'ai vu des bus être interchangés, j'ai vu des camions genre Espace Renault être rétrofités. Je comprends pas la différence. Ils étaient pas du tout dans la légalité ceux qui l'ont fait avant ? Alors, non, ce que je veux dire, c'est que jusque-là, en fait, on avait le droit de convertir des véhicules qui étaient de la catégorie MNL. Et donc, globalement, aujourd'hui, on peut intégrer les véhicules de catégorie VASP, qui sont des véhicules initialement MN et qui ont été transformés. Donc, bon, c'est une subtilité réglementaire. D'accord. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu l'écrire noir sur blanc. Et donc, on peut convertir ce type de véhicule aujourd'hui. Oui, si vous avez un utilitaire. Alors, jusqu'à présent, j'essaye de oui, mais j'en ai connu fait. Voilà. J'en ai vu fait déjà. Si vous aviez un utilitaire, un Renault Master, par exemple, vous pouviez le convertir à l'électrique. Mais si vous aviez un Master qui était transformé en dépanneuse, vous n'aviez pas le droit de le convertir à l'électrique. Ça y est, je suis. Oula, vous savez, je suis un peu. Il faut m'expliquer longtemps, moi. Je comprends vite. Mais... Quel âge doivent avoir les véhicules pour pouvoir être transformés ? On ne peut pas transformer un véhicule qui est neuf. Non. Alors d'ailleurs, il n'y aurait pas trop d'intérêt à convertir un véhicule neuf, puisqu'en général, il est assez efficace environnementalement et énergétiquement. Mais néanmoins, la réglementation, ce qu'elle dit, c'est que le rétrofit et l'homologation du rétrofit est permise pour les véhicules de plus de 5 ans. D'accord. Vous dites on n'a pas d'intérêt à transformer un véhicule neuf. Vu que l'offre est quand même assez faible, on pourrait avoir intérêt à acheter un véhicule, là, je reprends mon exemple d'un Master, et puis le mettre à l'électrique pour faire une dépanneuse électrique, ce qui n'existe pas. Ouais. Alors, je peux vous en parler parce que c'est un exemple qu'on connaît bien chez Tolf, puisque nous, on convertit des véhicules utilitaires Renault Trafic, Renault Master. Alors, en priorité, on va cibler les véhicules qui ont entre 5 et 15 ans, puisque c'est des véhicules qui, en général, sont assez polluants et consomment pas mal de carburant. Donc, l'équation économique et écologique, elle est très intéressante. Par contre, effectivement, si on parle de véhicules transformés, là, l'équation, elle est différente parce qu'elle prend en compte l'aménagement et la transformation. Donc, je vous suis et je suis d'accord avec vous. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Donc, on peut encore faire évoluer la réglementation, on est d'accord. Oui, et puis la réalité. Oui, Et vous avez beaucoup de demandes sur ce type de véhicule depuis que vous le faites chez Tolv ? Alors tout à fait. En fait, on a été un peu les initiateurs sur ce segment du véhicule utilitaire et professionnel il y a maintenant 4 ans. Il y a 1 an, on a obtenu notre première homologation sur le Renault Trafic. Et il y a maintenant à peu près 6 mois, on a commencé à développer un nouveau kit sur le Renault Master qui sera mis sur le marché en collaboration avec le constructeur Renault à partir du premier trimestre de l'année prochaine. Et donc on pourra proposer à des artisans, à des PME, à des collectivités, à des grands groupes de pouvoir opérer des conversions sur les véhicules Renault Master de leur flotte ou leur proposer des Renault Master convertis électriques à la vente. Bon, super. Écoutez, donc on se donne rendez-vous encore pour la prochaine évolution de la réglementation, mais ça va dans le bon sens. Ouais, même si ça représente quoi le rétrofit aujourd'hui en nombre de véhicules globalement en France ? Alors, c'est un secteur très jeune. Comme je l'ai dit, on a été les premiers à obtenir une homologation sur un véhicule utilitaire il y a à peu près 6 mois. On en a mis une trentaine sur la route à ce jour. Donc on est en phase de pré-industrialisation, mais l'année prochaine, on a un objectif qui est d'à peu près 500 véhicules. L'année d'après, à peu près 1 millier de véhicules. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la tendance. Et le coût pour une entreprise qui veut rétrofiter un de ses véhicules, par exemple ? Ouais. Alors je peux vous donner une fourchette assez large. La fourchette, elle va de 20 à 35 000 euros. Ça va dépendre de la taille du véhicule, ça va dépendre de son volume, de la transformation déjà existante dans le véhicule, etc. Et donc globalement, c'est une fourchette assez large qui va de 20 à 35 000 euros. 35 000 euros quand même. À laquelle on peut déduire des subventions nationales et régionales qui rendent le coût très compétitif au même titre que les véhicules électriques. D'accord. Et puis la vignette critère, on aura la vignette critère favorable avec ça ? Vous avez une vignette critère électrique, le véhicule devient 100% électrique. Donc il a vraiment la même carte grise. Et c'est très intéressant aussi pour pas que les ZFE, on va arrêter avec ça, mais surtout les centres-villes qui des fois sont vraiment engorgés de véhicules qui sont obligés de venir nous amener ou l'alimentation ou les matériaux, etc. Ça peut être aussi très intéressant. Pour quoi qu'il en soit, la qualité de l'air, on va pas non plus... La plupart de nos clients sont des livreurs du dernier kilomètre qui viennent vous livrer vos colis, sont des artisans, des plombiers, des chauffagistes qui vont opérer dans les centres-villes. Donc globalement, tous les conducteurs qui sont dans une métropole et qui sont soumis aujourd'hui aux zones à faible émission. Donc il y a un grand intérêt en fait à aller vers le rétrofit parce que c'est plus écologique. En fait, on économise la production d'un véhicule neuf. Puis surtout, en fait, on permet de diviser par 2 le coût d'acquisition d'un véhicule électrique
Voilà. Parce que ça coûte super cher aujourd'hui. Exactement. Bon, merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Wadima Ninou, qui avait pour moi un nom à consonance maori, comme les Néo-Zélandais jouent ce soir, les Blacks. Mais ça, les c'est Blacks. Le fantasme. Mais oui, c'est le Laurence fantasme, Perrault, exactement. le rugbyman maori. J'assume. De toute façon, on est sur la radio du rugby, donc Sud Radio. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui réagissent aussi sur la page Facebook de Sud Radio et qui réagissent gentiment. Il y en a certains qui vont peut-être se comprendre. Non, mais il y a beaucoup de motards qui sont effectivement énervés parce qu'ils se disent voilà. Non, mais là, il n'y a pas que du motard. Là, il y a eu 2-3 réactions, c'est un peu dommage, mais bon. Dans quelques instants, on va vous accueillir. C'est Xavier qui arrivera au 0826 300 300. Et Xavier qui a des questions à nous poser suite à une Fiat 500. On n'en dit pas plus pour l'instant. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et juste avant le retour de l'info sur midi. C'est ça de débuter à la radio. J'avais oublié d'enlever mes moufs pour appuyer sur mon bouton, pardon. On vous accueille au 0826 300 300, vous le savez. Cette émission est la vôtre et vous pouvez aussi poser vos questions soit sur la page Facebook de Sud Radio, soit en nous envoyant un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va ? Mais très bien, et vous avez l'air en pleine forme aussi. Oh nous c'est un petit peu comme ça tous les jours, vous savez. Comme ça tous les samedis, donc ça va. Dans un beau studio. Un studio tout neuf, il est magnifique. D'ailleurs, tiens, on va pouvoir réinviter des gens. Donc si vous avez envie de venir participer à l'émission avec nous, maintenant qu'on a déménagé, c'est pour ça qu'on avait mis un petit peu en suspens, parce qu'on allait déménager. Maintenant qu'on a des studios juste magnifique. Si vous avez envie de venir avec nous pendant toute la durée de l'émission, vous nous envoyez un petit mail en disant je veux participer à l'émission. Et vous mettez bien et on vous recevra. Dans l'objet du mail, vous mettez bien on parle auto. Allez, on vous écoute Xavier, parce qu'il nous reste 4 minutes. Oui, je suis très dépité parce que comme je disais dans mon mail, nous avons 3 voitures boîte automatique et je me fais envoyer bouler par chacune de mes concessionnaires que je suis allé voir. Ça a commencé par la Fiat, mon épouse a une Fiat 500X, donc l'essence et la boîte double embrayage. Ils sont, donc lors de la révision, je leur ai parlé à 60 000 km. Là, je leur ai dit, écoutez, je pense maintenant le moment c'est la révision. Ils m'ont rigolé au nez en me disant, mais c'est n'importe quoi. Okay, très bien. Ok. Ensuite, je suis allé, moi j'ai une BMW M140. Je suis allé chez BMW, j'ai 50 000 km. J'ai commencé à leur parler de ça. Alors là, ils m'ont complètement ridiculisé. Ils m'ont dit, écoutez, là, c'est vraiment n'importe quoi. Et de toute façon, si on le fait, ça sera vos risques et périls. Parce que la boîte de vitesse, on n'assumera pas les conséquences de cette vidange. Donc, soit ils sont incompétents, soit ils n'y connaissent absolument rien, je ne sais pas. Je crois que c'est les deux, en fait. Oh là 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 là, attention, il faut assumer. C'est quand même grave, parce que mais après, je vous explique pourquoi. Les concessionnaires de marque. Je vous explique pourquoi. Alors, une boîte auto, ça se vidange, ça fait un moment qu'on en parle, en fait, depuis que cette émission existe. On va dire entre 60 et 80 000 km, ça se vidange. Ça dépend de l'usage que vous avez du véhicule. Ça dépend aussi du type de boîte automatique. Parce que sur votre Fiat, c'est une boîte mécanique robotisée. Donc, c'est moins gênant. Et c'est plus simple à vidanger que sur votre BMW où c'est vraiment... Alors, vous savez pourquoi ils vous ont dit ça? Parce que sur les séries 1 en propulsion, et la vôtre, c'est une propulsion, boîte longitudinale, c'est une boîte 8 rapports. Et cette boîte, effectivement, doit être vidangée avec un soin extrême, sinon c'est la panne. Donc pourquoi ils veulent pas le faire? C'est la même que la mienne. Pourquoi non Série 1. Non, mais là non, elle est un petit peu. La 140, c'est une M140, c'est un petit peu plus. Voilà, c'est pas exactement la même chose. Et donc celle-là, vraiment, il faut prendre un soin tout particulier pour faire la vidange. Et ils veulent pas prendre le risque parce que effectivement, si c'est mal fait dans des mauvaises conditions, c'est la panne. Alors. Il y a des possibilités de vidange, bien évidemment. Le fabricant de la boîte, il a imaginé qu'on allait pouvoir vidanger cette boîte. On parlait tout à l'heure, on avait Thomas Delhomme avec nous du chat, de Feu Vert, et ils sont en train de mettre en place, tous les grands groupements de centres auto sont en train de mettre en place des systèmes pour justement faire la vidange des boîtes automatiques. C'est des vidanges qui se font avec des machines, c'est totalement automatique. Qui aspire, c'est ça ? Ouais. Alors, ça va même, c'est beaucoup plus sophistiqué que ça, parce que une boîte auto, ça doit être vidangé à une température précise. On doit peser exactement l'huile qu'on enlève pour la remettre. Donc, c'est vraiment quelque chose de très technique. Mais ça existe déjà.
il y a déjà des centres. Vous m'avez demandé dans votre mail, vous me dites, est-ce que près de Bordeaux, il y a un centre? Vous en aviez parlé, justement, et je me souviens plus du nom. Alors, vous prenez un papier, un crayon. Allez, go. Oui. Et vous notez Villeneuve d'Ornon, à côté de Bordeaux. Voilà, il y a un centre feu vert qui fait ça avec une machine motule, et ça marche très bien. Et de plus en plus de centres à partir de 2024. Donc feu vert le fera pas dans tous les centres, mais dans beaucoup de centres. Monsieur, et ce qui pose problème aujourd'hui, alors je vous ai dit, c'est très technique, mais c'est surtout la base de données, parce qu'il y a tellement de variétés dans les boîtes automatiques qu'il faut que la machine intègre toutes ces petites modifications. Excusez-moi, elle est plus sous garantie, votre voiture? Non, on n'est plus sous garantie, mais depuis peu de temps. Il faut faire attention. Non, mais sous garantie, il y a peu de choses que vous ayez fait en 3 ans, 80 000 km. Il y a 50 000 seulement. Voilà. C'est pas ma voiture de fonction. Rapidement, il nous reste 20 secondes, l'ami Jean-Luc. Oui, non, mais et la DS G7 de Volkswagen, ça se vidange aussi. Parce qu'il y a 2 types d'embrayage sur les DSG, embrayage à sec et embrayage, ce qu'on appelle humide, mais il y a quand même de l'huile dans la boîte. Ça, on parle de l'embrayage là. Après, on parle des engrenages, ils sont dans l'huile. Voilà, donc il y a de l'huile dans tout. Il n'y a pas un système mécanique qui n'a pas de lubrification. Point. Voilà. Donc, et un lubrifiant, ça se change. Et l'appareil, il peut aller, notre ami, chez Feu Vert? Il pourra aller, bien sûr. Bien sûr. On va les appeler Feu Vert pour être sponsor de l'émission. Là, aujourd'hui, on leur a fait une pub. Bon, désolé, mon Xavier, si vous le désirez, puisqu'on arrive sur l'heure de l'info de midi, si vous le désirez, on va vous proposer d'appeler Jean-Luc après l'émission pour avoir d'autres informations sur les questions que vous vous posiez. Mais là, on va devoir vous laisser. On vous reprend après l'émission, après 13h? Comme ça, si entre nous, en toute intimité. Avec plaisir. On vous embrasse. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. Allez, tout de suite, le retour de l'info. Et dans quelques instants, on parlera des fameux ralentisseurs illégaux. Le Conseil d'État annule le jugement de la Cour d'appel de Marseille. On en saura plus sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous voici partis pour la 2e heure sur l'antenne de Sud Radio. On est content aujourd'hui, on a même du public en studio. On a un monde fou, il faudra un grand studio. C'est ça. Parce on va faire ça au Stade de France bientôt. On reçoit beaucoup de monde. Pas encore une équipe de rugby, malheureusement, Laurence. Non, mais quoi que ça peut venir. Bientôt. Ça va venir. Et puis vous n'oubliez pas que ce soir, vous avez rendez-vous aussi sur l'antenne de Sud Radio pour la finale de la Coupe du Monde, les Springboks contre les All Blacks. Ça va être un sacré match que j'espère que les All Blacks vont gagner. On l'a quand même un peu mauvaise encore. Allez, on va parler auto jusqu'à 13h. On va parler des ralentisseurs dans quelques secondes. Oui, on parlera aussi de Lamborghini. Pourquoi ? Parce que c'est bientôt Noël et c'est des idées de cadeaux. Non, parce que Lamborghini fête ses 60 ans le 30 octobre. Donc très bien. Bientôt. On parlera aussi des Awards de l'automobile. C'est un partenariat Sud Radio. Et le jury a voté, figurez-vous. On verra quelles peuvent être les tendances de ce vote pour l'année 2023. Il n'y aurait pas un certain Jean-Luc M de Paris qui était dans le jury des Awards, qui est dans le jury, qui a essayé d'influencer ses petits camarades. Je ne sais pas si ça a marché, on verra tout à l'heure. Et puis on fera un point de différence entre les pneus hiver et les pneus neige, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Parce que c'est pas pareil. Exactement. Et si vous voulez poser vos questions concernant les pneus ou les sujets que l'on vient d'évoquer avant 13h, vous êtes attendus sur la page Facebook de Sud Radio, où vous pouvez nous poser vos questions en direct. Vous pouvez dès maintenant composer le 0826 300 300 pour nous poser votre question. Jordan vous accueille au standard de Sud Radio. Allez, c'est parti. Sud Radio, on parle auto. Ça y est, on en a parlé la semaine dernière. On va reprendre notre feuilleton. Alors, je peux même pas dire le feuilleton de l'année. Ça va bientôt être aussi long que Dallas. Marronnier, comme feuilleton. Dallas. Attendez, c'était quoi la chanson Dallas? Dallas, non, on va pas le faire. Univers impitoyable. Il fait déjà très moche. Thierry Modolo, bonjour. Bonjour Thierry Modolo. Bonjour Dame Ginette, bonjour fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable, on pourrait dire pour la croisade anti-ralentisseurs illégaux. Voilà. Tiens, écoute. Ah oui, mais c'est l'intro ça. Bon, alors on y va. Bon Thierry, la semaine dernière, pour tous ceux qui veulent bien connaître le sujet, on a fait une longue liste. De tous les défauts de ces radars illégaux. On parlait d'un jugement, enfin d'une décision du Conseil d'État qui était en attente, et cette décision, elle est tombée cette semaine. Alors, expliquez-nous ce que ça va changer.
Alors, le Conseil d'État a statué cette semaine dans un arrêt assez cinglant pour la Cour d'appel de Marseille. Donc, ce que ça va changer, c'est que l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille concernant le dossier contre le département du Var a été cassé. Pour la bonne et simple raison, c'est que l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille était tellement nébuleux que le Conseil d'État a été dans l'incapacité d'y comprendre quelque chose et donc de trancher sur le fond. C'est-à-dire que le Conseil d'État rappelle à la Cour d'appel de Marseille qu'elle base son arrêt nous déboutant de toute procédure contre le département du Var. Alors, excusez-moi Thierry, moi je voudrais que ce soit clair, parce que là je vous comprends pas du tout. Mettez-moi un exemple à chaque fois que vous expliquez quelque chose. Pour tous ceux... vous êtes allé en justice pour dire, voilà, les ralentisseurs ne respectent pas la réglementation, on vous a donné tort en justice, la Cour d'appel a continué à vous donner tort, et aujourd'hui le Conseil d'État dit à la Cour d'appel, vous êtes gentil, vous donnez tort à, on va dire, Monsieur Modolo, pour faire simple, avec son association, l'association, vous lui donnez tort, mais dans les arguments, c'est un peu nébuleux, on comprend rien. En gros, vous mélangez les serviettes et les torchons. Il faudrait arriver à mettre tout ça au clair, c'est ça ? Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il reproche à la Cour d'appel de Marseille de n'avoir jamais défini géométriquement les ralentisseurs et de ne baser son arrêt sur aucun texte réglementaire. D'accord. Et en plus de ça, ils en rajoutent une couche pour le département, en expliquant au département qu'il base sa défense sur un guide, le fameux guide du CEREMA, ex-CERTU, guide qui n'a aucune valeur légale. D'accord. Mais alors concrètement, ça va changer quoi ? Concrètement, la Cour d'appel va être obligée de rejuger quelque chose qu'ils ont déjà jugé. Ok, d'accord, mais ça va changer quoi pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Pour vous, automobiliste, Laurence, ce qui va changer, c'est que on va appeler un chat un chat. Un ralentisseur devra respecter les règles de la réglementation et on pourra pas dire oui, mais c'est pas un ralentisseur, c'est un plateau machin chouette. Oui, mais c'est pas un ralentisseur. Tout le monde s'appellera en clair ralentisseur et il faudra que tout le monde respecte les règles. C'est ça, Thierry, j'ai bon ? Oh, super. Tout bon, 100%. Cool. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire derrière ça ? Parce que, du coup, vous allez maintenant rentrer en combat pour qu'ils cassent les ralentisseurs qui sont trop hauts, ceux qui sont mal placés, ceux pour lesquels on nous ment en mettant 30 km/h juste 3 mètres avant et 30 km/h juste 3 mètres après. Qu'est-ce que vous allez concrètement faire, Thierry Modolo, avec votre association ? Alors, on va demander au département de mettre en conformité ces 700 ralentisseurs dont il a la gestion. Donc ça va passer par tout simplement la suppression. Oui. Très bien. On va demander la même chose à la métropole de Toulon. Là, c'est à peu près 850. D'accord. Et puis, d'office, tous les autres élus de France, quelle que soit leur localisation, vont être obligés de se mettre en conformité avec ce qui va devenir une jurisprudence, c'est-à-dire de supprimer tous les ralentisseurs qui déjà n'ont pas le droit d'être implantés. Donc vous allez être à l'origine de la prochaine révolution en France, Thierry, bravo. Mais dites donc, vous n'allez pas faire ça tout seul. Quels moyens vous allez mettre en œuvre ? Parce que vous allez quand même là, pour le coup, vous confronter à des communes, vous confronter à des communautés de communes, peut-être même à des départements. Quels sont véritablement les moyens que vous avez pour faire pencher la balance et comment dire, plier parce qu'il y a des gens qui vont vous mettre des bateaux dans les roues, hein. Oui, alors là, ils ont déjà commencé depuis un bon moment. Tout simplement que leurs administrés vont pouvoir leur faire un dossier de mise en demeure en invoquant la jurisprudence, et les élus n'auront pas d'autre choix que de s'y plier. S'ils ne s'y plient pas, bien entendu, ça partira en procédure administrative, et le juge du tribunal administratif n'aura d'autre choix que de valider la demande de l'administré et de demander donc la mise en conformité sous astreinte des ralentisseurs en question. D'accord. Le nouveau jugement de la Cour d'appel de Marseille, il est attendu pour quand ? On n'a pas encore la date, puisque c'est tombé quand même cette semaine. Quelques mois, ça devrait aller assez vite, puisque le dossier est bien connu. Et est-ce que ce qui va se passer pour le Var peut faire tache d'huile pour tous les départements français ? Absolument, c'est une jurisprudence, donc elle vient s'appliquer de fait aux 100 départements français. Vous êtes un homme utile, Thierry Modolo, bravo. Ça fait un moment avec Thierry qu'on a commencé à parler de ces ralentisseurs illégaux. C'est vrai qu'on en a tous vu fleurir. Alors je suis pas contre les ralentisseurs. Mais je suis pour les ralentisseurs, d'abord qui détruisent pas les voitures, qui sont placés à des endroits où c'est utile et pas qui sont placés n'importe comment. Et il y en a parfois, même en passant à 10 km/h,
Moi, j'ai des voitures qui frottent de partout à 10 km/h. Non, donc puis même, c'est absolument. Je cherchais un mot tout à l'heure quand on s'est parlé. J'avais un mot qui n'arrivait pas dans ma tête et mon papa qui est avec moi également présent dans le studio m'a dit c'est chicane. Ouais, pourquoi est-ce qu'on met pas des chicanes à la place des ralentisseurs? Alors il faut savoir, c'est que les chicanes viennent de la même idée, du CEREMA, et que c'est un contresens en termes de sécurité routière, parce qu'on envoie, alors souvent elles sont implantées sur des voies à double sens, et on envoie en fait les véhicules en face à face, ce qui est très dangereux. Et d'ailleurs on retrouve ça aussi sur la nouvelle mode qui s'appelle le chausssidou, où on envoie des véhicules en face à face. Le chausssidou. Presque. En fait, on envoie des véhicules en face à face sur une seule voie. Et au moment où ils doivent se percuter, on les autorise à rouler sur une piste cyclable de chaque côté. Ce qui est quand même donc très dangereux. On se tue ou on tue le cycliste à côté. C'est un choix assez sympa. Éventuellement. Et tout ça, ça vient du CEREMA, qui, bien entendu, indique dans tous ses guides que ça n'a pas de valeur, histoire de se protéger juridiquement de toute poursuite. En tout cas, merci des explications et surtout merci du combat que vous menez depuis des années et dont Sud Radio a toujours été écho. Thierry Modelot, bravo. Et puis évidemment, on suit le dossier parce que c'est pas fini. On attend le jugement de la Cour d'appel de Marseille et puis on en reparlera pour savoir s'il y a des actions vraiment, ce que ça va donner réellement sur le terrain, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et puis si vous êtes vous-même maire ou vous êtes toujours le bienvenu, Thierry, vous le savez. Si vous êtes vous-même maire ou si vous avez un souci par rapport à ça, vous êtes les bienvenus parce qu'on parle vrai. Tout le monde a la parole sur Sud Radio. Merci Thierry Modelot, fondateur de l'association pour une mobilité sereine et durable. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Et on va parler pneus parce que... c'est le changement d'heure déjà. C'est ça, alors, ce week-end. Oui, c'est le changement d'heure. Demain, vous savez comment on fait? 1 heure de plus, on vous dort savez 1 heure de plus. C'est-à-dire que octobre, recule, avril, avance. Donc octobre, je recule d'1 heure. Quand il sera 3 heures, il sera 2 heures. D'accord. Moi, je me souviendrai pas de la méthode mnémotechnique. Octobre, recule. D'accord, mais bon. C'est comme tu passes la marche arrière. Tu recules. Alors, et du coup... Du coup, on en profite au changement d'heure pour changer nos pneus et mettre les pneus. Et c'est là que c'est important. Il y en a qui disent les pneus neige. Vous avez monté. Est-ce que vous montez des pneus neige? Alors, il faut faire le distinguo entre le pneu neige et le pneu hiver. Parce que c'est pas la même chose. Un pneu hiver, c'est un pneu qui est adapté, évidemment, à l'hiver, comme son nom l'indique, qui va avoir de fines lamelles, il y en a jusqu'à 2000 sur le pneumatique, ça va permettre d'accrocher dans la neige. C'est un pneu qui, en dessous de 7 degrés, mais ça aujourd'hui je crois que le message est bien passé, vu qu'il a une gomme qui est différente d'un pneu été, va conserver une grande part de son adhérence par des températures très basses, alors qu'un pneu été va pas avoir la même adhérence, mais on va dire que c'est un pneu qui est plus adapté à un usage routier que le pneu neige. Le pneu neige, pour monter dans déjà la montagne quand vous regardez en fait un pneu neige et un pneu hiver, parce que les deux existent, quand vous regardez un pneu neige et un pneu hiver de face, ils n'ont pas du tout la même physionomie. Le pneu hiver, il a des petites lamelles, le pneu neige, c'est des gros pavés. C'est des gros pavés avec des espaces entre les pavés qui permettent réellement de bien s'accrocher dans la neige. Alors, il y a assez peu de pneus neige qui sont vendus en France. En revanche, si vous allez dans les pays nordiques, si vous allez par exemple en Suède, en Norvège, il y a toutes les routes du nord du pays ne sont pas déneigées l'hiver, donc les voitures circulent avec des pneus neige, pas avec des pneus hiver. Et le pneu neige, en plus, souvent, alors je vous prends l'exemple du nord de l'Europe, mais ça peut être le Canada, souvent le pneu, alors il y a aussi des pneus hiver qui peuvent l'être, mais souvent le pneu neige, en plus, il peut être clouté. Alors, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, les pneus cloutés, de toute façon, c'est interdit en France. » Alors, ça n'a jamais été interdit en France. C'est rare de croiser aujourd'hui des véhicules avec des pneus clous, si ce n'est dans les stations de sport d'hiver. Et souvent, c'est des pneus hiver qui sont alors soit cloutés d'origine par le constructeur. Michelin vend d'ailleurs, alors c'est un pneu hiver clouté, mais il y a d'autres marques, Nokian par exemple, qui est le leader des pneus hivernaux, parce que c'est une marque finlandaise, donc ils sont habitués à faire du pneu pour les régions très très froides. Ils vendent d'origine des pneus déjà cloutés. Ou on peut faire clouter un pneu s'il y a déjà les petits emplacements pour les clous qui sont prévus. Mais pour nous, la majorité des Français, je ne parle pas de
ceux qui vivent en zone montagneuse. Voilà, c'est du pneu hiver. C'est donc, ça, pneu hiver. En fait, le fait de dire vous allez monter des pneus neige, c'est trompeur. Parce que le pneu neige existe et ce qu'on monte, c'est pas des pneus neige, c'est des pneus hiver. Il faut bien faire le distinguo. Et pour tous ceux qui vivent à la montagne, sur les stations d'hiver là qui vont commencer bientôt d'ici le mois de décembre leur saison, ils sont quand même plus exactement montés avec des pneus hiver, les professionnels de la montagne, ou non, ça reste des pneus des pneus neige, ça reste des pneus hiver. Oui, alors le pneu neige, comme je vous disais, il est réservé vraiment à... vous allez un véhicule qui ne va circuler que dans une station de sport d'hiver. Par exemple, pour ramasser les poubelles, il va être équipé avec des pneus neige, lui. Voilà, parce qu'il ne circulera l'hiver que dans des conditions d'enneigement. Alors, on a une question sur la page Facebook de Sud Radio, de Julien, qui nous dit une question que je me posais la semaine dernière. Est-ce que les pneus hiver, de par leur composition, se conservent plus longtemps que les pneus été? Très bonne question, monsieur Julien. Alors, ils se conservent pas plus longtemps que les pneus été, ils ont même une gomme plus tendre, donc qui va être plus susceptible de sécher si on garde le pneu longtemps entreposé ou longtemps sur son véhicule. Donc un pneu hiver. Alors aujourd'hui, en termes de longévité, les pneus hiver ont fait des gros progrès par rapport aux pneus hiver il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, un pneu hiver, ça s'usait très vite quand on roulait sur l'asphalte. Et donc, par des températures assez élevées. Aujourd'hui, ça s'use moins vite, mais par contre, la gomme séchera sans doute plus vite que celle d'un pneu été. Voilà, il faut le savoir. Même s'il est bien mis de côté dans un garage professionnel, bien stocké, voilà, faut le savoir. Très bien. Eh bien, merci à Julien pour sa question. Merci à l'ami JLM de Paris de toutes ces explications entre le pneu hiver et le pneu neige. Et quant à nous, eh bien, on va continuer. Dans quelques instants, on va vous accueillir. Et vous êtes deux à avoir fait le 0800 26 300 300 pour nous poser des questions en direct sur Sud Radio. On parle auto avec vous jusqu'à 13h. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci de nous écouter aussi de façon, comment on pourrait dire, fidèle depuis plusieurs années et maintenant plusieurs semaines. Merci à tous ceux qui agissent et qui réagissent sur la page Facebook de Sud Radio avec tous vos conseils, y compris les conseils de français. On a bien compris en plus que notre ami adorait l'émission, donc je prends votre conseil avec énormément d'intérêt. Merci à tous. D'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de Sud Radio. Vous le savez, posez vos questions au 0800 26 300 300. N'hésitez pas aussi à nous écrire un mail parce que vous êtes nombreux à nous écrire. On adore pendant la semaine vous récupérer vos mails et vous mettez bien on parle auto dans l'objet de l'adresse mail jeparticipe@sudradio.fr. Allez, c'est Lucien que nous accueillons maintenant en direct sur Sud Radio. Bonjour Lucien. Bonjour Lucien. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. On va dire bonjour aussi à Marie-Annie, votre dame. Voilà, Marie-Annie, oui, qui conduit également le van. D'accord. Donc alors, vous avez, vous, un Volkswagen, un T4, voilà. Donc un Volkswagen un combi, T4, oui. Pour ceux qui ne sont pas des spécialistes. Fort Vendôme Autocamp, quoi. C'est un équipé. Un petit van. Vous vous en servez pour partir en vacances? Vous dormez dedans? Comment ça se passe? Ah ouais, on dort dedans, mais on s'en sert plus que pour partir en vacances. On fait à peu près 1900 km par mois. Oh. Ah oui. Sur 6 mois. Ah, le reste de l'année, l'hiver, puis j'entends parler des pneus et des machins, alors là, on ne va pas sortir. En fait, vous sortez en gros avril-septembre, avril-octobre? Ah oui, fin octobre, oui. Ouais, oui. Cool. Ouais. Et vous nous appelez parce que votre van, il fume. Et comme c'est le mois sans tabac, vous avez dit, tiens, j'en profite. Bon, qu'est-ce qui lui arrive? Il fume beaucoup. Disons que jusqu'à 100 000 km, on n'avait pas de problème, on s'en était pas aperçu. Et puis, au cours d'une accélération, en seconde, oui, c'est classique. En troisième, un peu moins. Mais il a de très bonnes reprises, donc il crache très bien. On vous a perdu, Lucien. On vous a perdu, Lucien. Vous êtes où? C'est madame qui a pris le téléphone ou bien? Allô? Oui. Voilà, on vous a retrouvé. Ouais, on vous a retrouvé. Donc vous nous dites non, pas du tout. Que quand vous accélérez fort, ça fume noir, c'est ça? C'est ça. Ah, j'ai souvent vu ça, moi. Ouais. J'ai souvent vu ça dans les voitures. Alors, vous avez le moteur que vous avez dessus, c'est quoi? C'est un 102 chevaux. D'accord. Diesel? Diesel, oui. 5 cylindres?
5 cylindres en ligne, oui, puis quoi d'autre? Il est de quelle année? Ouais, non, mais c'est bon. C'est un 2003. 2003. Donc c'est les moteurs d'ancienne génération. Alors d'abord, c'est indestructible. Ça, c'est un moteur, ça fait 400 000 bornes, absolument sans problème. Et là, il en a combien, là? 131. Ouais, 131, Ouais, depuis on en a fait un tout petit peu, on est à 135. D'accord. Bon, il a fini son rodage, donc tout va bien. Donc moteurs qui n'étaient pas encore, c'était les anciennes générations avec une pompe haute pression, mais pas avec des pressions démoniaques, avec des injecteurs classiques, parce qu'après Volkswagen est passé aux injecteurs pompes, et là ça peut poser plus de problèmes. Mais votre souci à vous, quand ça fume noir, c'est une mauvaise combustion du carburant. Voilà, ça je le dis, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour ce moteur-là. Quand ça fume noir derrière, surtout dans les côtes, quand on est derrière, mauvaise combustion du carburant. On tousse, ça veut dire que le moteur n'a pas assez d'oxygène, il y a trop de gasoil et pas assez d'oxygène. Il y a plusieurs raisons. Ça pollue, ça. Oui, ça pollue beaucoup. Ça pollue beaucoup. Celui qui est derrière, on prend plein le museau. Donc, dans votre cas, vu que vous n'avez pas de filtre à particules, le dispositif de dépollution est plus simple que ce qu'on a aujourd'hui, mais il y a un élément qui pose problème quand même et qui est sur votre moteur, ça s'appelle la vanne EGR. Qu'est-ce que c'est que ça, que la vanne EGR? Exhaust Gas Recirculation in English. C'est en fait pour diminuer les oxydes d'azote, ça reprend des gaz brûlés du moteur et ça les réinjecte à l'admission. Avec le temps, vous comprenez bien, quand on prend des gaz dans l'échappement d'un diesel pour les remettre à l'entrée du moteur, c'est un peu des gaz qui sont chargés en suie, donc petit à petit, la vanne EGR, elle va s'encrasser, et il y a toutes les chances à 130 000 km, si cette vanne n'a jamais été nettoyée, que ce soit elle qui soit la cause de votre fumée quand vous accélérez fort. Voilà. Donc, une vanne EGR... simple que ça, en fait. Simple. On aurait juste à changer la vanne EGR. Non, il n'y a pas besoin de la changer. En plus, ça se démonte, ça se nettoie. Voilà. Bien, vous. Voilà, ça se démonte, ça se nettoie. On en a parlé avec notre mécano qui nous dit mais moi j'ai aucun mauvais contrôle, votre vanne EGR fonctionne bien. Ouais, mais lui, non, mais votre mécano, ce qu'il fait, mais attendez, je vais vous dire, votre mécano, il branche la valise. Bien par ailleurs. Ouais, votre mécano, il branche la valise. Ouais, c'est ça. Et en aucun cas la valise peut lui donner l'état d'encrassement de la vanne EGR. Et là, on est sur Sud Radio. Un dispositif mécanique. On va pas rentrer dans le détail de tout ça. Voilà, on va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais moi j'ai vu des moteurs qui n'avaient pas de défaut électronique, et quand on démonte l'admission, on se rend compte qu'elle est bouchée à moitié par de la suie. Donc, pour moi, le coupable dans votre cas, il y a toutes les chances que ce soit la vanne EGR. En plus, sur ces modèles-là, elle avait tendance un peu à s'encrasser. Donc, ce qu'on fait, c'est que première solution, on essaye un produit efficace pour éventuellement désencrasser la vanne EGR. Ça va suffire. Je vais vous le dire honnêtement, ça marche pas. On est ça marche pas à tous les coups. On m'a conseillé du Mégasil. On a mis du Mégasil. On a été jusqu'à Béziers avec. On a passé le contrôle tranquille, mais ça a recommencé après. Non. Le Mégasil, franchement, ma grand-mère aurait dit du cataplasme, un cataplasme à une jambe de bois. Donc, c'est ça. Non. C'est une paraffine chlorée. Franchement, en plus pour l'environnement, c'est très mauvais. Bon, bref. Donc, alors pas de produits comme ça. Il y en a des plus efficaces. Vous pouvez aller chez AD, ils ont des produits qui sont efficaces. Mais vous dites que c'est pas top efficace. Donc et si ça marche pas vraiment, vous pouvez toujours essayer ça d'abord. Avant d'essayer la chirurgie, on essaye déjà de faire de l'exercice au patient. Donc là, en l'occurrence, c'est ça. On lui met un petit dopant, on lui fait faire un peu d'exercice, c'est-à-dire on va rouler un peu à régime élevé, changer de vitesse justement, rouler pas trop vite et ensuite plus vite pour faire fonctionner la vanne EGR. Et si ça marche pas, démontage, nettoyage. Ça se nettoie au trichloréthylène. Du coup, juste pour... Ah bon ? Bah oui. Lucien, là, et puisque son garagiste m'a dit j'ai rien vu suite à ma valise. Je vous ai dit qu'à la valise, on ne pouvait pas le savoir. Laissez-moi finir. Est-ce qu'il retourne voir ce fameux garagiste en disant je veux, vous me le nettoyez ma valise ? Avant d'aller voir le garagiste, vous testez un produit qui est réputé efficace. Voilà, alors il y a des produits, je vous ai dit, vous allez chez AD, c'est Sfertec qui fait les produits pour AD. Vous pouvez prendre un produit Sfertec pour les vannes EGR. Il y a une chance sur deux. Bon, faut tenter. Vous tentez le coup. Et si ça marche pas, démontage de la vanne EGR. Voilà. Et après, nettoyage. Mais si votre mécano vous dit non, j'ai branché la valise, elle me dit que c'est bon, vous lui direz écoutez, non, je veux changer la vanne EGR. peut pas vous donner.
Ok. Voilà. Bon, Lucien, il faut faire ça maintenant. On élimine le problème, mais on ne soigne pas la cause. Quoi. Non, mais c'est pour ça qu'on... C'est pour ça que je vous ai contacté. Parce que je vous entends et je suis émerveillé. Vous avez toujours des solutions à tout. Et je me suis dit, ils vont bien trouver mon truc. Alors, s'il faut changer la vannegère, on va changer la vannegère. Non, ça se nettoie. Non, faut pas la changer, Lucien. Ça se nettoie. Nettoyer. Oui, ouais, ça se nettoie. Ouais, ça se nettoie. On va essayer. Voilà. Oui. Donc, Lucien, si vous entendez bien, vous essayez d'abord un produit pour nettoyage chez AD. Vous trouvez ça, c'est la marque Sfertec qui en fait pas mal. Enfin, c'est leur marque, c'est leur marque AD, mais c'est Sfertec qui fabrique. Et si jamais ça marche pas après avoir essayé ce produit-là, vous allez revoir votre garagiste et vous lui demandez de nettoyer votre vanne EGR. Et vous lui laissez pas le choix. Voilà. Et ça va aller mieux. Et de toute façon, à 138 000 km, elle sera encrassée quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en soit. Voilà. Et donc, je vous fais un gros bisou. Je lui ai dit que j'allais prendre votre avis. Et il a dit, mais il y connaît rien. Donc non, mais Lucien, il habite pas tout près. Il m'a fait comprendre que il n'aurait pas aimé être là pour écouter l'avis. Et vous savez ce que vous faites. Il écoute le podcast. Voilà. Il va puisque les podcasts remarchent sur le site Sud Radio, vous lui faites écouter sur le site internet Sud Radio le podcast de l'émission d'aujourd'hui à 12h29. Comme ça, il aura tout. On vous embrasse, Lucien. Des bisous à Marie-Annie aussi. Et faites attention à vous. Merci beaucoup de vos conseils. Merci, au revoir. Allez, dans quelques instants, on va fêter un anniversaire, les 60 ans d'une marque que notre ami Jean-Luc aimerait qu'on lui offre à Noël en version majorette, parce que je pense que sinon on n'a pas les moyens. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et nous allons maintenant fêter un anniversaire, si vous nous rejoignez à l'instant. Et d'ailleurs, Laurence est en train de manger le gâteau d'anniversaire déjà. Donc, non, mais vous allez comprendre. C'est parce que j'étais en train de finir un petit morceau de pain au chocolat au moment où l'antenne est revenue. Et voilà. Et comme on m'a toujours dit, jamais parler de la bouche pleine. Donc, vous êtes bien sur Sud Radio, dans On parle auto et non pas dans C'est l'heure de l'apéro, même si on commence à manger qu'à 12h33, on va y penser avec modération. On fête les 60 ans de Lamborghini, l'ami Jean-Luc. Exactement. Et on raconte d'ailleurs que c'est Enzo Ferrari lui-même qui a incité Ferruccio Lamborghini à créer sa propre marque de voiture de sport. C'était donc le 30 octobre 1963, ça fait 60 ans. Wow. En fait, Ferruccio Lamborghini, il construisait des tracteurs. Et puis il avait acheté comme les affaires marchaient bien, il avait acheté une Ferrari et il se plaignait du passage des vitesses de sa Ferrari. Ça, c'est la légende, mais je l'aime bien. Donc, il serait allé voir Enzo Ferrari lui-même, et Enzo Ferrari lui aurait dit: tu sais conduire un tracteur, mais tu ne sauras jamais conduire une Ferrari. Allez. Donc évidemment, ça a piqué au vif notre industriel italien qui s'est dit: puisque c'est comme ça, je vais engager les meilleurs ingénieurs et je vais faire ma propre voiture. Et pour la suite de l'histoire, on accueille Nicolas Meunier, journaliste et auteur. Tiens, j'en profite. Super livre. Voilà, voiture d'exception, la nouvelle édition qui vient de sortir. Nicolas, on peut la trouver dans toutes les bonnes... Attends, alors, mais un peu plus au centre. Voilà. Comme ça, là, c'est quelle caméra? Vers moi, comme ça? Non, vers moi, mais voilà. Vers le centre de ton corps. Ah, d'accord, ok, comme ça, plus. Non, trop? Voilà, très bien. Voilà, là, c'est bien, comme ça, on voit bien. En plus, comme ça, vous ne me voyez pas, c'est mieux, finalement. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Nicolas Meunier. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, alors cette nouvelle édition de voiture d'exception à vendre dans toutes les bonnes crèmeries, c'est ça? À partir du 2 novembre, donc c'est bientôt. 29,95 € avec évidemment un grand chapitre consacré à Lamborghini. Nicolas Meunier, journaliste et auteur qu'on a beaucoup de plaisir à chaque fois à inviter sur Sud Radio, on parle auto, parce que vous êtes un vrai expert et vous partagez avec nous la passion des voitures. Alors, Lamborghini, je viens de raconter, est-ce qu'on sait si c'est vrai ou pas cette histoire de Ferrari qui dit à Lamborghini: tu sais pas conduire les Ferrari, tu sais conduire que les tracteurs? C'est vrai ou pas ça? On ne sait pas vraiment, c'est une légende, mais il y a quand même un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Borel, qui est un historien spécialiste de Lamborghini, qui a écrit un bouquin qui fait référence, qui croit que c'est pas vrai. Et par ailleurs, pour la petite anecdote, Jean-Marc Borel, c'est un des artisans de la renaissance de Bugatti à la fin des années 80. Oui. Et parce que le Ferruccio Lamborghini avait failli être aussi de la partie de cette renaissance de Bugatti. D'accord. Donc on sort un petit peu du sujet, mais a priori, ça reste dans les légendes. D'accord. Bon, en tout cas, ce qui n'est pas une légende, c'est que Ferruccio Lamborghini, quand il a décidé de faire sa propre marque de voitures de sport, lui, il a débauché les meilleurs ingénieurs de l'époque, quand même. Meilleurs ingénieurs et fait appel aux meilleurs designers, évidemment. Il voulait le top du top. Il voulait absolument un V12 et à cette époque, il n'y a que Ferrari qui en avait dans cette catégorie de voitures. Et il voulait vraiment faire une des GT les plus confortables et les plus rapides qui soient.
avec une différence quand même, c'est que si Ferrari faisait de la compétition pour faire des voitures de série, faisait des voitures de série pour gagner suffisamment d'argent pour faire la compétition, Ferruccio Lamborghini, lui, voulait simplement faire des voitures de route. On a vu très très peu de Lamborghini en compétition. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors la première qui sort s'appelle la 350 GT. Alors il y a peu de gens qui la connaissent en fait cette voiture, mais il y en a d'autres qui vont devenir beaucoup plus célèbres qui sortent après. Alors il y a la Miura avant la Countach qui est sortie. La Miura qui est pour moi une des plus belles voitures du monde, qui a révolutionné carrément la voiture de sport au moment où elle est sortie. Oui, c'était une des premières à avoir un moteur arrière, enfin dans cette catégorie. C'est pas la première voiture de série à avoir un moteur arrière. On pense à René Bonnet Jet, par exemple. Oui, mais c'était pas un V12 en plus, voilà. C'était pas un V12, c'était un petit 4 cylindres. Là, on est vraiment à une dimension au-dessus. Et ça, là, cette fois, c'est Lamborghini qui a fait l'aiguillon pour Ferrari, puisque Ferrari avait l'habitude de dire que le cheval tire la charrette, il ne la pousse pas. C'était un moyen de dire qu'il voulait que des moteurs avant, que le moteur arrière pour lui n'était pas adapté à une voiture de sport. Et il a fini par y passer sous la pression de la Miura. Ouais, c'est vrai que quand on regarde les modèles qui étaient proposés par Ferrari au moment où la Miura est sortie, si on les regarde vus de 2023, la Miura a pas beaucoup vieilli. Les modèles Ferrari de cette époque-là, on a l'impression que c'est des vieilles bagnoles, quoi. Ah oui, il y a vraiment un gouffre. La Miura avait un côté futuriste, quitte à mettre complètement de côté les aspects pratiques, parce qu'il fallait pas être trop grand pour rentrer dans une Miura. Et au niveau aérodynamique, c'était pas non plus ça. Oui, c'est pas ça. Alors moi, j'ai été un petit peu déçu quand j'ai roulé pour la première fois avec une Miura, parce que dès qu'on dépasse 200 km/h, on a l'impression qu'on est à bord d'un Airbus A320 et que ça va décoller dans pas longtemps. Donc on se demande, on a la direction qui s'allège et on se dit, oulala, je vais m'envoler à quel moment? C'est vrai que oui, c'est une belle auto. Ouais, c'est une très belle auto, la Miura. Et puis la Countach, vraiment. Alors la Countach, très intéressant. Adoré. Alors d'abord on dit Countach normalement. Ok. Voilà. Et tout le monde sait, les passionnés d'automobile savent que Ferruccio Lamborghini était un fan de taureaux et de corrida, et qu'il a appelé beaucoup de ses modèles du nom de taureaux de combat. Mais Countach, c'est pas le cas, Nicolas. Non, c'est une interjection de stupeur en patois piémontais. Voilà, c'est ça. C'est au vin du. C'est au vin du. C'était un V12 aussi, elle aussi. Hein. J'ai adoré cette voiture, moi. Avec un dessin d'une pureté sur la première, la LP 400, qui avait d'ailleurs, pour ne pas casser la pureté de la ligne de l'auto, la rétrovision centrale était faite de façon assez originale. Nicolas, je te laisse raconter avec un périscope, c'est juste. Moi, je me souviens que c'était un événement quand elle passait dans les rues, dans les années 80, parce que elle est sortie mi-70, non, à peu près. Elle est sortie dans les années 70, je crois, 1974. Ouais. Donc dans les années 80, quand on commençait à en voir, ce qui était quand même assez rare, on s'arrêtait tous, nous les mômes, là, et on regardait cette voiture, moi la première. Tiens, je profite pour vous faire voir un bouquin sur les 60 ans de Lamborghini. Chez Glénat. Voilà. Donc là, c'est un vrai pavé. Il y a absolument tout dedans. Bon, je parlais d'un auteur en plus, Gothamsen, qui est un excellent analyste de l'histoire du design automobile et un ami de Marcello Gandini. Tout à fait. Et juste un petit mot sur les éditions Glénat, que j'adore personnellement, qui sont du côté de Grenoble, et ils ont beaucoup de livres sur la passion voiture. C'est une édition qui adore la passion, Glénat. Oui. Bon, la Countach 1971, pour répondre. Ah, 1971, d'accord. Pour répondre à votre question, la première, la toute première, la LP 400. Bon, après, il y a eu. Alors déjà, il y avait le duel qui était permanent avec Ferrari. Je me souviens quand j'étais gamin, je lisais des revues Sport Auto pour pas la citer, et j'attendais avec impatience chaque année le duel entre la nouvelle Ferrari et la nouvelle Lamborghini. Ça a toujours été comme ça. Donc les modèles qui ont succédé à cette Countach, Nicolas. Alors ensuite, on a eu la Diablo qui était, on peut dire grosso modo une évolution. Du concept. Qui était, très honnêtement, à conduire, c'était une misère. Faut dire la vérité. Non mais on parle vrai. Surtout quand on s'appelle Jean-Luc Moreau, on parle vrai. C'était une misère à conduire. Voilà. Et puis après, d'autres modèles. Alors, en plus, Lamborghini a changé de main assez fréquemment. C'est une marque qui était très chahutée. Très chahuté, avec des vrais moments de creux où quand ils étaient sous gouvernance malaisienne, ils produisaient peut-être 40 ou 80 voitures par an, selon les années. Il y a eu une période un petit peu faste quand les frères Mimran ont repris. Ils ont même fait une moto. Ils ont même fait une moto Lamborghini.
Ouais, et ensuite, ce qui a vraiment stabilisé, on a une gouvernance Chrysler, c'est Chrysler qui a décidé la Diablo telle qu'elle est sortie à l'origine, et ensuite Audi, le groupe Volkswagen sous la marque Audi a racheté Lamborghini en 98, et là ils ont vraiment fait un travail sur la qualité, c'est-à-dire remonter les niveaux de finition, faire des véhicules mieux développés en termes de châssis. Et c'est les dernières Diablo qui ont commencé à en profiter avant la sortie de la Murcielago, qui elle était aussi une évolution de la Diablo, mais beaucoup mieux construite et beaucoup plus cohérente d'un point de vue conception. Voilà. Nicolas, mon record d'excès de vitesse à 280 km/h. Avec une Lamborghini sur un circuit une Murcielago, non, sur une route. Mon Dieu, vous dites ça comme ça en Italie, mais en Italie. Oui, mais quand même, vous êtes là. Bon, en tout cas, vous avez un bon pilote. Allez, pour conclure, on n'a plus le temps, monsieur Jean-Luc Moreau. Ça y est, voiture d'exception, vous saurez tout sur Lamborghini. Voilà. Et c'est aux éditions Hugo. Oui. Les éditions Hugo Images. Et Hugo Images. Merci beaucoup, Mister Nicolas Meunier. On vous adore. Un jour, il faudra venir en vrai en studio. Je crois que c'est prévu. Jean-Luc m'en a touché deux mots. Génial. On vous embrasse fort. Et puis dans quelques instants, on va parler des Awards de l'automobile avec un autre passionné de voiture, Lionel Robert. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous voici arrivés dans le dernier quart d'heure d'On parle auto. Alors tout de suite, pour ne pas perdre de temps, et avant d'accueillir Nicolas qui aura une question à poser à l'ami Jean-Luc, on accueille tout de suite Lionel Robert, organisateur des Awards de l'automobile, un partenariat Sud Radio. Bonjour Lionel. Bonjour Laurence. Bonjour Lionel. Bon, on s'achemine un peu vers la phase finale des Awards de l'automobile, puisque le jury s'est réuni il y a une quinzaine de jours. Il y avait un fameux Jean-Luc M de Paris. On s'est réunis. Et une Cécile M de Sud Radio. De Sud Radio également. Et Nicolas M aussi, qui vient de vous parler. Oui, qui vient de nous quitter. Je salue. Des vrais journalistes qui s'y connaissent. Que du beau linge. Que du beau linge. On était à l'Automobile Club de France, puisque c'est sous l'égide de l'Automobile Club de France. Le jury s'est réuni pour voter pour... Alors, il y avait 53 marques, c'est moi qui vais le dire. Combien de catégories ? J'ai eu l'impression qu'il y en avait 500, moi, tellement ça a été long. Non, 20 catégories, d'accord. Oui, mais c'est vrai que c'est long, hein, c'est clair, parce que le secteur est large. Oui, alors sans dévoiler les résultats, parce que bien évidemment, vous ne pouvez pas, en plus c'est sous contrôle d'un huissier, il y a des grandes tendances qui se sont dessinées dans ces votes ? Déjà, il faut remarquer qu'à 53 marques donc présentes, et 42 constructeurs, évidemment, il n'y a pas que des vainqueurs à la fin. Hein. Donc, je voulais quand même déjà insister là-dessus pour dire qu'il y a une vingtaine de marques qui, de toute façon, repartiront sans rien cette année. Donc ça, c'est quand même un point important parce que on pourrait parfois s'imaginer que c'est un peu l'école des fans. Tout le monde a des bonnes notes, ouais. Voilà, exactement. Loin s'en faut. Hein. Donc, ce sont vraiment les plus innovants qui ont été mis en avant. Qu'il y a donc un nombre record, effectivement, de marques qui participent et notamment des nouvelles qu'on n'avait encore jamais vues. Je pense au chinois BYD, par exemple, à Lotus, qu'on connaît bien, mais qui revient maintenant sous une forme très chinoise également, ou à Fisker, l'américain. Donc, toutes ces marques qui maintenant viennent garnir, on va dire, le portefeuille, si je puis dire, des Automobile Awards, font qu'on a une compétition qui revêt un aspect assez incroyable parce qu'il y a une concurrence terrible. Et qu'il y a en général une vingtaine à peu près de candidats par catégorie. C'est dire à quel point c'est difficile, effectivement, de finir sur le podium. Oui. Alors le podium, les podiums, si je puis dire, ils vont être un peu comme chaque année, extrêmement éclectiques, et que sur des catégories phares telles que full électrique par exemple ou SUV, sans rien dévoiler, il y aura des vainqueurs assez inédits et assez étonnants. Oui, alors vous pouvez pas le dire, mais moi je peux peut-être esquisser quand même. Voilà, moi je peux tout dire, j'ai tous les droits, et en plus on parle vrai sur Sud Radio, donc ça tombe bien. Alors on va dire que peut-être que Fisker pourrait être pour la première fois primé dans une catégorie, pourquoi pas les SUV, j'en sais rien. Fisker, bon, après, c'est des marques que je connais. Il le mériterait, parce que c'est vrai que cette voiture est étonnante. Ouais, il le mériterait, vous voyez, il donne certains éléments. Alors quand attention, même, on dévoilera tout, c'est en décembre, la soirée où vous dévoilez tout. 14 décembre à l'Automobile Club de France, effectivement, et on révélera tout. Juste un mot pour vous dire que le vote pour le Grand Prix, l'élection de la voiture préférée des Français, se poursuit jusqu'au 31 octobre.
On a passé la barre des 40 000 votants et n'hésitez pas à aller sur le site automobileawards.com pour désigner la voiture que vous préférez. Bon, alors il y a de tout. Ça va tous les auditeurs d'en parle auto. Ça va de l'Aston Martin DB12 qu'on rêverait tous d'avoir à des voitures qu'on peut se payer. Et d'ailleurs, dans la catégorie good deal, c'est-à-dire la bonne affaire, sans doute qu'on va retrouver une marque qui est plébiscitée par les Français, puisque la voiture la plus vendue en France aux particuliers, c'est une D. Ça commence par un D, ça finit par un A. Voilà. Donc il est fort probable que cette voiture qui commence par un S et qui finit par un O soit à nouveau élue comme la meilleure affaire. Et ça, la meilleure affaire du moment, bien sûr. Mais par contre, si on peut retenir des choses de cette année, Lionel, vous qui êtes Lionel Robert, organisateur des Awards de l'automobile, dont Sud Radio est partenaire, c'est qu'il y a eu des nouvelles marques qui sont arrivées et qu'on est un peu aussi sur une révolution même des Awards. C'est-à-dire que ça renouvelle ces marques que vous avez l'habitude... À la fois en constructeur, mais aussi en équipementier. J'insiste, l'événement récompense également les équipementiers automobiles. Et là aussi, on a de nouveaux acteurs qui sont arrivés et avec des innovations juste incroyables que je vous invite à aller découvrir, parce que toutes les candidatures sont en ligne en fait sur le site des Automobile Awards, et des candidatures qui sont extrêmement intéressantes parce qu'elles définissent quelque part que sera la voiture de demain avec des innovations juste incroyables qui vont nous changer notre quotidien automobiliste. Une dernière question, Lionel. Est-ce que déjà il y a un constructeur chinois qui a été récompensé dans le passé ? Alors oui, pas avec un award, mais avec une médaille d'argent, on va dire. Donc l'an passé avait déjà effectivement été récompensé. Donc pas encore. Pas encore en médaille d'or. Donc ça sera suprême. Donc le suspense cette année, c'est est-ce qu'un constructeur chinois va obtenir un award ? Voilà. Exactement. Bon, merci beaucoup, Lionel. On se retient au courant de toute façon. Bien sûr. Et donc, continuez, vous qui écoutez Sud Radio, on parle auto, de voter pour la voiture de l'année. C'est ouvert au grand public comme vous et moi. La voiture préférée des Français. La voiture préférée des Français sur Awards, le site internet automobileawards.com. Merci beaucoup, Lionel. On vous embrasse. Merci bon week-end. Lionel. Merci. Au revoir. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et pour conclure, nous allons accueillir Nicolas sur l'antenne de Sud Radio qui a composé le 0826 300 300. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, un grand merci, c'est un immense plaisir de vous avoir. Nous aussi, infiniment. Voilà. Bon, alors, je vais résumer rapidement. Vous vous séparez de votre vieille Yaris qui a 17 ans et 200 000 km, donc autant dire qu'elle est neuve. Et vous voulez une voiture un petit peu plus grande. Vous êtes en région parisienne, donc vous allez faire des trajets en ville assez fréquemment. Et vous hésitez entre deux modèles. Tout à fait. Lesquels J'aime beaucoup Peugeot 308 ou la phase 2 ou la phase 3. Mais c'est un petit peu cher, la phase 3. Mais enfin bon, pourquoi pas. Et donc plutôt une essence, donc le fameux 1 litre de PureTech, dont vous parlez très régulièrement sur l'antenne. Pas forcément bien d'ailleurs, voilà. Exactement. Et donc savoir s'il y avait une année où ils avaient un petit peu amélioré le moteur. Mais moi je préfère. Il vaut mieux l'éviter tout court. Je vais vous dire, vu votre deuxième choix, je suis déjà parti sur le deuxième choix, moi. Alors le deuxième choix, expliquez-nous. Alors le deuxième choix, il serait un peu plus plaisir, ce serait BMW, la F30, donc effectivement le modèle précédent. Et donc j'hésite entre la 320i ou la 330e, qui est une hybride rechargeable. Voilà, alors la 330e, elle a, c'est vrai, une toute petite batterie, donc on fait normalement, BMW annonçait 40 km d'autonomie. On ne fait pas 40 km, on fait entre 25 et 30 km. Mais vous faites de la ville. Ah bah ouais, c'est vous faites de la ville, donc vous allez vraiment faire 40 km en ville sans polluer. Et surtout, alors c'est une voiture qui est super bien construite, qui est confortable, qui marche quand même fort, parce que vous êtes en électrique à 88 chevaux, ça suffit largement pour faire de la ville. Et quand vous décidez d'écraser la pédale d'accélérateur, là vous avez 252 canassons et 420 Nm de couple. Donc c'est autrement plus sympa à conduire que même la 308 qui est plutôt une bonne voiture, mais c'est beaucoup plus sympa à conduire que la 308. Il y a vraiment moi, je suis fan pas photo de ce côté-là. Voilà. Alors après, c'est une histoire de budget, non ? Ouais, c'est ça, parce que le budget, ça va être un petit peu plus. C'est quoi votre budget ? J'en ai trouvé autour de 25 000. C'est bien. Alors,
Le gros défaut de la 330e, c'est que comme vous avez une batterie dans le coffre il est plus petit. Il fait seulement 370 litres. C'est 110 litres de moins que le modèle normal. Donc si vous partez en vacances avec armé bagage, c'est le cas de dire, ça va être petit. C'est pas ça, c'est que Nicolas nous dit en plus qu'il vient d'avoir un premier enfant. Donc c'est aussi pour ça qu'il sépare de la Yaris. Donc ils ont besoin d'un peu plus de place. Un bébé, ça prend de la place. Alors vous allez voir que je vais jusqu'au bout. Tout ça. Mais bon, ça c'est juste pour le départ en vacances. Donc vous pouvez toujours vous acheter un coffre de toit, même si c'est pas très esthétique, pour partir en vacances et rouler le reste de l'année avec cette voiture sympa. Vous pouvez recharger chez vous ? Oui, parce que je suis en immeuble, mais il y a déjà un certain nombre de voisins qui ont installé des prises, donc je ne me suis pas encore renseigné auprès de ma copro, mais vu que ça existe autour de moi, je pense que ça ne poserait pas de problème. Donc moi, plutôt l'hybride. Moi, j'hésiterais pas 2 secondes. Hein. La BM 330 oui, non, mais à conduire, c'est un bonheur. La série 3, c'est un bonheur. C'est pas dans la même catégorie tout court. Non, on est bien d'accord. Il y a la catégorie avant, petite famille sympa. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en plus, vous pouvez vous dire, dans la semaine, vous faites combien de kilomètres chaque jour ? C'est hyper dépendant parce que moi je vais en vélo au travail, pour être honnête. Ah bah d'accord. Et mon épouse va peut-être changer de travail et va peut-être faire 30-40 km. 30-40 km, vous êtes dans le rayon d'action de la voiture en électrique. Et quand vous aurez goûté au 100% électrique, vous allez voir, vous allez trouver ça vachement bien. Et en plus là, vous êtes sûr de pas tomber en panne puisque vous avez le moteur thermique qui va se mettre en route quand la batterie sera vide. Non, mais pour moi, voilà, pas d'hésitation. Et puis vous y repenserez quand vous ouvrirez le coffre, quand vous allez l'ouvrir, vous direz effectivement, il avait raison. Et réfléchissez au coffre de toit. Si c'est pour 1 fois ou 2 fois par an, Oui, c'est vrai que ça peut se monter. Bah oui. Et les économies que vous allez faire en roulant en électrique, vous allez voir que ça va vous combler l'écart de prix entre la 308 et la 330e. Bon, très bien. Ah ouais, carrément. Voilà. Ok. Bah oui. Super. Nicolas, super. Est-ce que vous avez un tout dernier conseil ? Est-ce qu'il y a des choses à vérifier avant d'acheter la voiture ? Alors vous allez rappeler, Nicolas. J'ai tenté ma chance. Vous allez rappeler. Vous allez rappeler, Nicolas. Vous me connaissez, je suis la maîtresse du temps, surtout quand on arrive à la fin de l'émission. Sinon, je me fais fouetter et embêter j'ai pas envie de ça. Toute la semaine, il met le baillon. C'est Bastien, notre réalisateur. Alors il y a un truc à regarder dans les modèles que vous achèterez. Prenez pas avec les run flat. Parce qu'on peut avoir l'option sans run flat. Allez, on vous coupe les micros, les garçons. Bon week-end, Nicolas. Quant à nous, on vous dit au revoir. Merci à Bastien d'avoir réalisé. Merci à Jordan d'avoir fait le standard. Salut Nico. Bon week-end. Salut Jean-Luc Moreau. N'oubliez pas, ce soir, la radio de rugby, 20h. On est en direct aussi pour le fameux match, le choc de la Coupe du Monde, la finale. Et je pense que les All Blacks vont battre les Springboks. Voilà, je dirais ça, moi, j'ai envie. Bon week-end à tous. À samedi prochain.